Good. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour tout le monde. I would no, please don't. That would be tricky to have like a diplomatic problem. On va éviter les problèmes diplomatiques entre Toulouse et Perpignan. Hein. C'est la dernière fois qu'il y passait, c'était à Toulouse. Vous êtes Perpignan? Premier réflexe. Is everyone from Perpignan? Everyone? Okay. What is the name of the soccer team, the football team? Ah, le nom de l'équipe de foot. Rugby. Rugby. There isn't. Rugby. Rugby here in Perpignan. Yes. What is the name? USAP. USAP. Union sportive des Harlequins de Perpignan. Are they good? Oh, that's fantastic. Good. Et l'Arlequin, ça vient de France played New Zealand, right? The All Blacks. Yeah. And France recently. Okay, let's not talk about sport. We're only going to get ourselves in trouble. Voilà. Donc le concept est relativement simple. Comme vous avez vu, on n'est pas nombreux. Donc on est ambiance cosy, tranquille. Vous posez des questions. Alors si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas, vous nous donnez juste une petite seconde le temps de la traduire en français pour ceux qui n'auront pas compris. Soyons simples. Sinon après je suis là pour vous traduire, transmettre à la cool. Donc si vous avez des questions, faites-vous Je parle plaisir. un peu français, mais pas trop. Alors, si vous parlez lentement, je peux comprendre. Voilà, donc allez-y. Alors, logiquement, vu la taille de la pièce, vous devriez pas avoir trop besoin de micro pour vous entendre. Par contre, un truc important, soyez pas timide. Il n'y a vraiment pas de questions stupides. Sinon, c'est moi qui enchaîne les questions stupides et là, ça devient gênant. Il vaut mieux que ça vienne de vous que de moi. Any questions? Any questions? Il n'y a pas de questions stupides, il y a juste des réponses intéressantes. Monsieur, What is your preferred show, Stargate or Arrow? Yeah. It's a difficult political question. Do you know, everyone knows Stargate Atlantis? Does anyone remember? Yeah. It was a long time ago now. It's almost 15 years that we finished shooting. Yes. And Arrow is still going on now. We have finished season 6, and we are going into season 7 next week, July. Well, no, next month. Next month we begin Arrow. Still going on. Anatoly. bah, c'est assez particulier parce que quand même, Stargate SG1, pour ceux qui se rappellent, la fin du tournage de Stargate Atlantis, c'était quand même il y a presque 15 ans. Arrow, c'est une série qui est encore très très vivante aujourd'hui. Ils viennent de finir la saison 6 et ils attaquent la saison 7 à peu près dans un mois. You're talking too quickly. We'll be done very fast. And so, what is in the past is nostalgia, and you remember, that is nice. And what is happening right now, you're going, oh my god, Arrow, oh my god. So right now, I look fondly back with good memories on Stargate, and I think about Arrow as hard work. L'avantage de Stargate, c'est que c'est encore le côté nostalgique, dans le sens où les vieux souvenirs, on se rappelle de l'époque, le côté fun. Voilà, c'est comme le passé a tendance à nettoyer le côté négatif, il ne reste en monde que le positif. Le problème qu'il va voir avec Arrow maintenant, c'est le taf, quoi. Donc c'est super, c'est fun, mais il faut aller bosser. Yes. Donc avec un peu de bol d'ici quelques années, il restera plus que le positif. Donc qu'il arrive, ça reste une expérience géniale mais c'est du boulot. On Arrow, we filmed 23 episodes in 1 year, so it's 23 hours of television, and it's 6 years now. So you're going to need about 160 hours to catch up. But just watch season 6 and you will catch up. Sur 6 saisons, à compter par 23 épisodes donc, par saison, ça fait grosso modo à peu près 160 heures à rattraper pour ceux qui n'ont pas commencé à regarder la série. Je vous la conseille, franchement elle est très très bonne. Mais voilà, c'est 160 heures à rattraper. Du coup, son conseil, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous appelez les 5. C'est directement la 6. Il y a un personnage, voilà, d'un personnage russe qui est très important, très intéressant, qui donne beaucoup de relief à la série, qui est très bien joué, voilà, qui est très bien joué. Voilà, la 6, c'est vraiment à la 6 que ça commence. Voilà. Yeah, and with Arrow, because we film one episode in 8 days, and it is a lot of stunts. And mostly the stunts are ratchets, you know, where they pull you backwards on the wire, and all manner. And
that happens every single week. Every Friday night, every Thursday night, we do lots of stunts. So it is a very long, sometimes 14, 16 hours a day of working. Can you imagine working for 16 hours a day? I just had lunch for 2 hours. Vive la France. That's how we do it. I know, that's how the world should do it. Oh yeah. Follow your example. Faut imaginer que voilà, pratiquement un épisode doit prendre facile presque 6 jours de tournage, entre 6 et 8 jours de tournage. 8 jours de tournage. Et c'est une série qui comprend énormément de scènes d'action, donc il y a beaucoup de scènes d'action de cascade, qui pour la plupart consistent, donc c'est une sorte de harnais en fait, qui prend l'intégralité de la poitrine, qui a un renfort au niveau de la colonne vertébrale pour que les cascadeurs soient protégés, et qui en fait tire sur plusieurs mètres. Donc il faut imaginer que les mecs font ça pratiquement toutes les semaines. Chaque jour, encore et encore et encore. Donc voilà, c'est quelque chose qui est véritablement épuisant. Sur des séances de tournage, des jours de tournage qui doivent aller entre 12 et 16 heures. Donc c'est vraiment épuisant. Je ne sais pas si vous imaginez faire votre taf, quel qu'il soit, pendant 16 heures. C'est juste épuisant. Voilà, il a passé juste 2 heures à déjeuner. Et de son point de vue, c'est juste comme ça que le monde devrait fonctionner. On prend le temps de faire les choses correctement. Voilà, l'exemple à la française. Oui, c'est fait ça. Et quelquefois, the stunts are done, 1 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning, where everybody is sleepy. You have to be very careful because it's very dangerous, right? So it's a lot of paying attention. So filming Arrow is like filming a feature film every week. Le plus curieux, c'est que parfois certaines cascades en fait, qui sont tournées assez tard dans la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, donc il faut être très très prudent parce que forcément, 3 heures du matin, personne n'est vraiment alerte comme on pourrait l'avoir en pleine journée, donc il faut être encore plus prudent sur énormément de choses. Donc, voilà, vous voyez, même en pleine journée, le flashback, just the flashback itself is exhausting. Et donc voilà, c'est énormément de travail. En fait, tourner Arrow, c'est comme tourner un long métrage chaque semaine. En termes de masse de travail et de complexité, c'est comme tourner un long métrage, un film complet chaque semaine. And now when I remember Stargate, still to your question, it just seemed like fun and easy and just blah, 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 and we're just having fun. But that's how I remember it. It was also difficult, I suppose, but not nearly as difficult as Arrow. Arrow really sets the bar high. Du coup, par rapport à Stargate, alors c'est peut-être encore une fois le fait de le souvenir qu'il y a à laver tout le côté complexe ou difficile ou douloureux, mais voilà, de son souvenir, c'était beaucoup plus simple en fait. Maybe it's television has evolved in some way in terms of action scenes. Perhaps, yes. C'est peut-être une question d'évolution par rapport à la télévision qui maintenant est plus exigeante en termes de scènes d'action, qui en demande plus. Peut-être que Arrow a juste une orientation plus tournée vers l'action, Stargate l'avait. Mais de son souvenir, Stargate était plus fun peut-être à faire, plus simple, plus fun, plus léger. And many other shows that are also, when you're talking about what is currently on television, they rely a lot on special effects and post-production and magical, computer effects. Whereas if you are doing stunts, you have to physically be there and do the stunt, and that's where the work is. The work is done during the filming, as opposed to after the filming, sitting on a computer. Et puis effectivement, contrairement à beaucoup de séries qui se basent énormément sur le travail de post-production, à savoir le travail de 3D, d'intégration, d'écran vert, d'effets visuels, Arrow a toujours eu la politique le plus gros de l'action va vraiment se créer sur le plateau. Les effets de plateau à l'ancienne, quand les cascadeurs volent, avec tout le risque que ça comprend, toute la fatigue que ça peut comprendre, mais l'air de rien, ça, it really shows, ça se voit réellement à l'écran. C'est pour ceux qui n'ont pas découvert la série, je vous la conseille notamment pour ça, le travail de cascade est vraiment impressionnant, et l'implication des acteurs, the implication of the actors in the stunts themselves is really impressive. It was like when Star Wars, what was the newest, not the latest, but the newest in the rebirth, the Disney, The Force Awakens, right? Do you remember the director of that? I don't remember. J.J. Abrams, right, thank you. So J.J. Abrams said that because there's so much special effects on TV that they want to do as many practical effects so that it's like BB-8 is physically there. And I think that is the return of, and that's what Arrow is we're physically there, we are not computer generated. And I think there's an honesty, as you're saying, there's an honesty to it, there's an actual interaction because as the way they refer to it is street level crime, whereas it's not conceptual in space somewhere.
Alors, effectivement, c'est un petit peu comme la politique qu'a vu J.J. Abrams avec donc, le réveil de la force, à savoir il y a tellement de 3D, tellement, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision, dans toutes ces productions, tellement de 3D que revenir un petit peu au palpable, c'est pour ça que J.J. Abrams avait vraiment recréé en intégralité les décors. Pratiquement tous les aliens que vous voyez dans le film étaient des maquillages ou des animatroniques. BB-8 était physiquement réel, c'était pas une boule en 3D qui était rajoutée, ils ont vraiment créé une machine qui arrivait à se déplacer comme BB-8 le fait. Et en fait, Arrow a exactement la même philosophie, à savoir si on peut le créer, si on peut le créer en réel, en physique, on va le faire. Et d'une certaine manière, c'est un style de télévision, un style de narration qu'on appelle, donc c'est street level, en gros, l'équivalent de... ce sont des crimes qui sont au niveau de la rue, dans le sens, c'est pas un crime conceptuel qui va se passer qui va partir dans l'espace, c'est quelque chose de très palpable, de très réel, quelque chose auquel le spectateur peut vraiment s'impliquer ou se sentir impliqué. C'est quelque chose qui va lui sembler potentiellement réel, que ce soit dans l'action ou dans l'histoire. Et que ce soit en termes de décor, d'action, de rebondissement, Arrow a toujours eu cette politique-là et ça se sent réellement à l'écran. Tout comme les décors semblaient beaucoup plus réels dans The Force Awakens que dans la prélogie, en tout cas de mon point de vue. Mon avocat, my lawyer. Very good. Exactement. J'ai une question. En français. C'est beaucoup de travail de s'immerger dans un personnage de la vie, sachant que c'est un personnage de la personnalité. Il faut apprendre à s'immerger dans le personnage. Enfin, le travail qu'il y a derrière le jeu d'acteur du personnage. Questions about other work to become an actor, since he's from other country culture. How hard is it to become someone from a complete different background? Yeah. It is a different background, but I am Czech. I was born in Prague, so I speak Czech. There's a similarity, and with Stargate Atlantis, I played a Czech scientist, and now with Anatoly, it is, as you say, a Russian thing. It's a deeper Slavic a place to go. For me, I begin a lot with the physical, the body, the way he stands, the way he holds himself. The clothes are a big part. How you dress yourself, how you clothes, and of course the accent. You know, Russian. When you're talking Russian, you have to really bring your voice down, and you talk like this, right? So it makes you much more heavier and much more. But it's funny, you know, I say heavier, but you know, everybody on Arrow is, you know, 2 meters tall, and I'm Anatolian. So you have to sort of create the physical presence, and that's what I tried to concentrate on. Alors, le plus gros, en fait, le travail n'a pas été aussi intense qu'on peut l'imaginer, parce qu'en fait, de base, il est originaire de Prague, donc de la République tchèque. Donc, il avait déjà, quoi qu'il arrive, un côté naturel en termes de phrasé avec donc, tout ce qui est langue slave. Bon, le russe est une langue complètement différente, mais il avait déjà une base qui lui a permis de se rapprocher donc, de ce phrasé, cette manière de poser ses phrases, imposer sa voix. Bon, après, voilà, Anatoly, c'est un personnage qui doit en imposer de base. C'est dès qu'il apparaît à l'écran, il faut que le personnage soit imposant quoi qu'il arrive. En sachant que tous les acteurs font une moyenne de 1m90, 2 mètres, et que c'est malheureusement loin d'être son cas, donc il a fallu vraiment que voilà, sa présence, sa manière de bouger, de se déplacer, fasse vraiment la différence. Donc le gros du travail, au-delà de la voix, à moins d'embarquer une chaise, isn't that the Tom Cruise experiment? Are you comparing me to Tom Cruise? No, just the way. Yeah. Just the chair technique. Shoes. Yeah, exactly. Donc voilà, à moins de tomber dans le travers de Tom Cruise et de demander un tabouret à chaque fois qu'on fait une scène avec quelqu'un, j'espère qu'il n'y a pas de caméra qui filme, hein, Tom, love your work. Donc voilà, il a fallu que tout le travail d'interprétation passe vraiment par le côté physique. Bon, le costume aide beaucoup, mais voilà, une fois qu'il y a tout ça, une fois que la voix est posée, il a fallu vraiment travailler sur la manière de bouger, de se déplacer, que voilà, le charisme du personnage passe par le langage du corps. Et donc voilà, ça a été un gros travail à ce niveau-là. Il avait déjà l'habitude de jouer un personnage donc, qui avait déjà un accent donc dans Stargate SG1, vu que son personnage était tchèque dans Stargate SG1, mais voilà, il a fallu travailler sur une langue plus lourde, une manière plus lente de poser ses phrases, de manière à vraiment accentuer le côté sombre du personnage et russe du personnage par le phrasé et après voilà, par la démarche. Ensuite, y a-t-il une autre question? Work. Always, yeah. Always, everywhere, partout, whenever you can. Acting is
a reactive thing. You have to be asked. You are the girl at the dance that is asked, will you dance with me? You cannot just go, I will act for you. So you have to have a director, you have to have a writer, you have to have many things that happen before you come to it. So it's a matter of social position. It's often said who you know, not what you know. But there's also, I believe strongly, there's a philosophy that if you are prepared, the right time will come for you. Sometimes sooner, sometimes later. You need to go to a place where you can work, where there is an opportunity, and where people can see your work. But I think today, in the age of YouTube and the age of the internet, and YouTubers everywhere, where people can see what you do easily, and if they like what you do, then they'll take you. But the important thing is to prepare yourself as best as you can. And it's from physical to the vocal, using your voice. I think a lot of actors forget that the voice is very important. I'll let you take it from there. Si tu devais avoir un conseil, ce serait vraiment le travail. Mais le travail tout le temps. D'une certaine manière, le fait de jouer, le fait d'être un acteur est un travail de réaction. Quoi qu'il arrive, dans un échange avec un acteur, la performance va être partagée. C'est pas juste comment tu vas sortir ton texte, c'est comment tu vas réagir à celui de l'autre. C'est un travail qui va être constant. Donc du coup, voilà, il faut vraiment toujours travailler ça. Mais d'une certaine manière, dans l'industrie, être acteur, c'est être un peu la jeune fille qui, à la soirée, attend qu'on lui propose de danser. Tu ne pourras pas aller voir un réalisateur et dire « je vais travailler pour toi ». Non, c'est lui qui va décider si tu vas travailler pour lui ou pas. Et la grande question, c'est est-ce que tu seras prêt le jour où quelqu'un te demandera. D'où le fait de travailler. D'une certaine manière, dans l'industrie, il y a aussi un gros travail de contact. Pour certains, ils estiment que c'est pas tellement ce que tu sais faire, c'est qui tu connais, qui arrivera à te faire rentrer dans le business. Mais de son point de vue, d'un point de vue philosophique, il estime que si jamais tu es prêt, si tu fais le travail qu'il y a avant, une opportunité, la bonne opportunité finira par se présenter. Elle arrivera peut-être tôt, peut-être tard, ça dépendra, mais si tu es prêt à ce moment-là, si tu as fait le travail de te préparer, d'être prêt pour ce moment-là, alors ça viendra. Après, effectivement, il y a la chance du fait d'avoir un univers maintenant comme YouTube qui va permettre à énormément de personnes de pouvoir voir ton travail si tu le mets en avant, qui va être vraiment très très important. Mais encore une fois, voilà, ça va être la préparation, le travail, tout le temps. N'importe quelle opportunité que tu peux avoir de présenter ton travail, de le montrer aux gens que ça peut intéresser, le fait de créer des opportunités aussi directement pour toi, ça va être le plus important. Yeah, a good story and good actors and good writers can be told with just two people in a room. And today it is inexpensive, very cheap to do that, and you can publish it to the world. And if somebody sees that and say, that is a very good way, then that is, for example, a good example of work, and it'll be seen. C'est une très grosse erreur d'imaginer qu'il faut forcément des moyens pas possibles pour arriver à raconter une bonne histoire. Pour raconter une bonne histoire, il suffit au maximum de 2 personnes, une caméra et une bonne histoire. Donc il n'y a pas besoin de grand chose pour pouvoir montrer son travail aujourd'hui. Il suffit une caméra, une pièce, 2 chaises, 2 acteurs et un bon texte. Donc c'est très très facile et ça coûte pratiquement rien de travailler quelque chose, de le travailler bien, mais de présenter son travail, trouver un moyen de présenter son travail au monde et aux gens que ça peut intéresser. Mais il faut travailler. J'ai une question en français. Ouais. Est-ce qu'il a eu des déceptions en tant qu'acteur, dans sa vie d'acteur, est-ce qu'il a eu des déceptions? Are there any big disappointments in your career that you know about? Star Wars, Batman. Perhaps geography. I live in Canada. I live in Vancouver, and 2-hour flight south is Los Angeles. But I do not have citizenship, American citizenship, and many Canadian actors go to Los Angeles and try and spend years and years and years there. And maybe yes, maybe no. And I decided long ago that I will stay in Vancouver and hope that maybe the work will come, and what I was saying to you earlier, and then maybe, and in some senses I was lucky because since the X-Files and now most of the Arrow shows are filmed in Vancouver, much has come there. And so
but it's always fascinated me how geography plays a role in it. If it's, you know, from early days in our prehistory, if there wasn't enough food in an area, we learned to go somewhere else, to where it is. So do we go? Do we need to travel to find those opportunities in this day and age? I wonder, or do you wait for it to come to you? It's a question that I don't know. So maybe it's a disappointment that I didn't go to Los Angeles earlier, but I don't really have too many regrets. It's just something I think about. En soi, des regrets ou des déceptions, pas vraiment. Il a toujours une question qu'il a taraudé sur le fait, une question de géographie. Même si ça m'a fait bizarre quand il a parlé de géographie, mais ça a du sens. À l'heure actuelle, quoi qu'il a, il vit à Vancouver, donc au Canada. Et en fait, sauf que le problème qu'il a, c'est qu'il n'a, même si Los Angeles est à peine 2 heures d'avion, donc c'est vraiment pas grand-chose, il n'a pas C'est un autre pays. Et c'est le problème, c'est que ça reste un autre pays, donc il n'a pas la citoyenneté américaine. Donc il y a beaucoup d'acteurs canadiens qui décident de partir donc, de Vancouver pour descendre à Los Angeles pour, pendant plusieurs années, tenter de créer la fameuse opportunité, arriver à faire voir leur travail et se faire voir. Son choix à lui a été de se dire non. Non, je suis persuadé que si je fais mon travail correctement, l'opportunité finira par se créer à Vancouver. Alors il y a eu, de certaine manière, il estime avoir eu beaucoup de chance sur le fait qu'à partir des années 90, notamment grâce à X-Files, donc qui a commencé à se tourner donc à Vancouver. L'industrie du cinéma et de la télévision s'est beaucoup développée au Canada, notamment à Vancouver. Arrow se tourne également à Vancouver, donc il a eu de la chance sur le fait que, d'une certaine manière, les opportunités l'ont rejoint, sont venues le chercher, donc tant mieux. Mais il a toujours cette question du est-ce que s'il avait quitté Vancouver pour Los Angeles plus tôt dans sa carrière, est-ce que d'autres opportunités se seraient présentées? Peut-être certaines plus grandes ou peut-être pas. Il a toujours cette réflexion comme quoi, à l'époque de la préhistoire, quand il n'y avait pas assez de nourriture à certains endroits, on se déplaçait, on allait chercher une autre source de bouffe. Voilà, là pour le coup, il l'a pas fait, il est resté là où il était et ça a fonctionné. Mais est-ce que, pour revenir à la géographie, est-ce que s'il avait cherché une autre source de nourriture, est-ce que ça n'aurait pas changé quelque chose dans sa carrière? Sans doute le cas, mais dans le bon sens, dans le mauvais sens. Donc voilà, c'est pas un regret, ça reste une vraie interrogation. Après, donc des regrets, il n'en a pas vraiment. C'est toujours la question, c'est le mieux ici ou other place? Don't know, you have to decide, should I stay, should I go? Yeah, here, Perpignan. I like it. Okay. Du vin, du fromage, 2 hour lunches, la baguette. I will stay. Okay, good. We're so proud of our bread. Tellement fiers de nos pains, c'est un truc de dingue. Well, you have reason to be. It's good. En français, quelle relation vous avez avec Stephen Amell en dehors de la série? Si vous êtes amis, si vous voyez souvent. Stephen Amell. Oh, he's good. Yeah, I like Stephen. He's great. I mean, he works the hardest. I'm talking about 16-hour days. I mean, I can't imagine doing the scenes that he does day after day. You get home at 3 in the morning, and you begin at 10, and it's a whole other day that you have to learn, and you have to do your lines. And I asked him once, because I was curious as an actor, how do you prepare? And he says, I just read the script about 3 times, and that's it. I just read it 3 times over, read it, and then on the day, I just look at it and I go, oh, I remember what that is. I could never do that. I look through a scene, I write it all out, I think about it, and it's because I have the time to do it. But when you are the star of the show and you are in almost every scene, it's how do you do it, you know? And he also flies back at home to Los Angeles. Il a une relation personnelle c'est un acteur super. C'est véritablement celui qui travaille le plus dur sur ce tournage de Arrow. C'est quand on parlait de journée de 16 heures, c'est voilà, ces journées elles doivent commencer pratiquement à 5 ou 6 heures du matin et elles finissent pratiquement à plus de 20 heures. Enfin, c'est juste impressionnant et on réattaque le lendemain. Enfin, c'est juste impressionnant. Un jour, il a posé la question, comment est-ce que tu arrives à faire des journées de 16 heures, à être littéralement dans pratiquement toutes les scènes, parce que vu que c'est l'acteur principal, forcément, c'est celui qui apparaît le plus à l'écran. Et il lui a expliqué sa technique, et moi c'est pas compliqué, je lis le script 3 fois. Et il dit non, je lis le script 3 fois, et puis c'est tout, et puis après je relis le tournage, je relis un petit peu, j'ai un petit bout, non mais c'est bon, je me rappelle. Et il dit mais moi je peux pas faire ça, moi je lis le texte, et je relis la scène, et je me fais des annotations, et je recherche, et je vois un truc, et je travaille, je note, et je relis. Mais la grande différence c'est que M. Nicol a la chance d'avoir le temps de pouvoir rechercher les scènes. Steven Amell, lui, n'a pas ce temps-là. Lui, il enchaîne vraiment des journées de 16 heures, et on attaque, plus
I'm guessing all the stunt work that he has to prepare for, plus le travail de cascade, ce qu'il doit travailler en plus, qui forcément lui prend du temps, son temps de répétition, c'est juste effrayant. C'est un bourreau de travail, et voilà, c'est juste impressionnant. But I will explain to you the stunt work is very funny because, of course, there's stunt doubles, right? And his stunt double looks very much like him. My stunt, they pick people that look just like you, and they are the ones that learn the choreography, completely learn the choreography. And Stephen just comes in for the face shot. So it's very funny. You will have a fight sequence rolling all over the floor like that, and then the camera stops, and the guy gets out, and Stephen comes in and goes, cut! Okay, good, and then he gets out, he goes back, and then and he comes in and goes, and that's it. So they just do, he shows up 4 or 5 times, just on the face, but everything else is the stunt double. He still has to be there for the shooting. You said you had He has to wait. Yeah, you understand? Alors, ce qui est assez particulier, c'est que malgré le fait qu'il est obligé de travailler son corps pour avoir le corps du personnage, donc ça demande du travail, en fait, le plus gros des scènes, les cascadeurs sont toujours recrutés en termes de ressemblance physique par rapport aux acteurs qui vont doubler. Ça, c'est juste impressionnant, le travail de casting qu'il y a. Et en fait, donc voilà, pour Stephen Amell, en termes d'assurance, ils ne peuvent pas lui faire les cascades. Donc le cascadeur fait 95% de la cascade, donc il tourne, il se balance, il se jette, les tables, les machins, et quand il arrive sur le gros plan, on arrive sur le mec en train de se faire étrangler, et là on coupe. Le cascadeur s'en va, Amell se met à la place, coupé, hop, c'est bon. On switch, on reprend la scène d'action, et c'est reparti. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il soit là pour toute la scène, parce qu'à chaque fois qu'on fait cut, gros plan, action, et il faut qu'il soit là. Donc voilà, ça reste du temps qui se prend et qui continue. Mais voilà, c'est une table de cascade, c'est 95% du travail sont les cascadeurs qui font un travail de malade. Mais voilà, c'est tu coupes, gros plan, action, coupe, et on remet. Et c'est reparti. L'année passée, la 15e année de Stargate, Arrow, we had Dolph Lundgren, the actor Dolph Lundgren, and he is an older gentleman now. He has been an action hero since the 70s. La saison dernière, en fait, ils avaient eu la chance d'avoir Dolph Lundgren en guest donc, sur la saison, donc il commence à à faire son âge. Malheureusement, c'est quand même un acteur d'action depuis les années 70. And he's a very respected actor. He's been doing it for a long time, but because he's been being action movies for so long time, he is pretty beat up. So he walks like this. L'inconvénient, c'est quoi là? C'est depuis les années 70, à faire des films d'action, ça finit par travailler le corps. Donc il a du mal à se déplacer par moment, donc c'est un petit peu compliqué. So he has a big fight scene, and his stunt double is 25 years old. Same height, same thing, same hair. And they do a fight scene, they go whoosh, they go flying, also huge action, and it's like, wow, wow. And then they do the camera, like I explained with Stephen Amell, and Dolph Lundgren comes. That is how action actors work when you're over 60. Donc le souci qu'il y a eu, c'est que c'est à peu près le même système de cascade que pour Stephen Amell, à savoir le cascadeur qui là pour le coup avait 25 ans. Ouais, 25 ans. Alors imaginez un mec de 25 ans qui a la même taille, même carrure, même coupe de cheveux que Dolph Lundgren. Vous imaginez le bestiau, au bébé, 25 ans quand même. Donc voilà, scène d'action qui part dans tous les sens, les chaises qui volent, les tables, et là donc là pareil, les cascades dans tous les sens, on coupe. Et Dolph Lundgren qui se traîne péniblement jusqu'à la scène, qui arrive à se mettre en place, action, il rentre dans le personnage en moins d'une seconde. Ok, c'est bon, coude. Et voilà, et là on le ressort, on le relève, et le cascadeur qui reprend le relais. Quand c'est coupé dans tout, it looks good. It's like Dolph Lundgren, cool. Donc voilà, c'est l'art de la cascade, c'est arriver à rentrer dans le personnage, jouer le personnage, mais arriver à s'éclipser très vite. TV magic. The art of illusion. Yeah, amazing. Special effects almost. À ce point-là, on frôle les effets spéciaux. Ouais. Ensuite, n'hésitez pas, même ceux qui ont déjà posé des questions, les autres, laissez-vous inspirer.
pas grave, En français, toujours. Est-ce qu'il y a un univers, une saga en termes de film dans lequel vous aimeriez jouer? Un rêve ou autre? A dream license or saga in which you would like to play? Oh, I would love to do something like, always wanted to do cowboy, like Westworld, like a futuristic cowboy thing. That'd be so cool. On a horse. Yeah. I like the ones, you know, if there's a human element to it, where there's a good scene between people. I think that's what ultimately, it's characters that hold a story together, and behavior makes character, and character makes story. I think we're all a little bit sick of too many special effects. You just get lost. C'est pas vraiment une licence, c'est vraiment plus un type d'univers, ce serait l'univers du western. Donc là, pour le coup, le premier exemple, c'était Westworld, bon, qui reste un univers futuriste, mais qui se passe dans un cadre donc de cow-boy. Donc voilà, mais c'est ce qui lui plaît vraiment dans cet univers-là, ça reste le côté très à l'ancienne, très réel, très palpable. Pour lui, l'important, ça va être ce qui va donner la force à une scène, ça va être l'interaction des personnages. Ça va être l'écriture, ça va être la qualité de l'écriture, de la narration, qui va vraiment être importante. Ça va pas être les effets, etc. On arrive à une époque où on commence enfin à être fatigué des effets, fatigué d'en avoir trop, et voilà, revenir un petit peu à quelque chose de plus essentiel, plus terre à terre, plus réel. Je pense que ça lui ferait beaucoup plaisir. Yeah, it's very simple. It's just between two people. That's what holds our attention, and put that together to make a story. You know? C'est vraiment l'interaction entre deux personnes, et on part vraiment sur l'essentiel, l'interaction, la relation humaine entre les deux personnages, et on revient à ça. Donc le western, parce qu'il y a ce côté très physique, très réel. And you build your story from that. But if there's not that, you don't have a connection to it. You don't have any real reason to watch. You just a bunch of characters. That's what I find with superhero movies, and unless there's character built in. I think Marvel does a good job of giving it a sense of humor and giving it, and then you watch, I don't know, I'm not picking a side, but you compare apples to apples, and you watch DC, and they're so serious, and but you don't care about these people, you know? Yeah, there's lack of time involved, and you don't get a chance to meet these people. And, yeah. Pour lui, la base de toute histoire, tout drama, tout élément dramatique, ça va être effectivement donc la relation entre les personnages. Prenez n'importe quelle licence, soit Star Wars, Game of Thrones, Marvel, DC, ce qui va rendre le film intéressant, ce qui va rendre l'histoire intéressante, c'est est-ce qu'on s'accroche aux personnages, est-ce qu'on s'attache à eux. Alors comme il disait, c'est pas pour prendre un parti d'un côté ou de l'autre, mais Marvel a cette politique de prendre le temps de présenter les personnages, de leur donner un background. Yeah. Alors donner un sens de l'humour, rapporter une légèreté, mais aussi s'intéresser à qu'est-ce qui en fait, quel est le cœur de ces personnages, qu'est-ce qui les rend intéressants, donner une vraie relation entre eux, ce que malheureusement DC n'a pas pris le temps de faire avec leur licence. Mais voilà, c'est encore une fois la preuve que au cœur d'une histoire, au cœur d'une licence, peu importe, il y a des personnages, il y a les relations entre eux, qui font qu'on va s'attacher ou pas, ou qui va rendre l'histoire intéressante. Quelles sont les relations entre les différentes séries lors des crossovers, le travail de chaque équipe à l'entraîne? Qu'est-ce qu'il en pense de ce travail? When a crossover happens between two shows, how's the work relationship? Super. Yeah, I have not been in the crossover. I have only seen the aftermath. Il n'a pas fait partie du crossover. Tout ce qu'il a vu, c'est les dégâts qu'il y a eu après. Yeah, a mess. It is for Arrow, Legends, Supergirl, Flash, right? Four shows. 4 different directors, 4 different schedules. To put it together, it's a nightmare. I don't know how they do it. And Paul Blackthorne, I was just recently with him in New Zealand. He was telling a story about how he appeared for a costume fitting for one of the crossover shows, and he plays the same character on the show, and they gave him a Nazi uniform to wear, and he says, "What show are we doing?" He says, "It's a crossover. Just trust us." So it's completely crazy. I haven't been asked to be in them, but they are they're a big publicity stunt to just get. But on the production side, it's a mess. It's an absolute mess. En fait, faut imaginer, bon déjà de base un tournage,
prenez, que ce soit en termes de planning, les productions, les réalisateurs, voilà, c'est déjà énormément de travail. Imaginez qu'en plus vous mixez plusieurs équipes qui n'ont rien à voir en termes de rythme les uns avec les autres. Donc il faut mélanger les problèmes de planning de la production, de la technique, des costumes. Et il y a aussi le fait que tout le monde ne travaille pas de la même manière. L'exemple c'était Paul Blackthorne qui donc s'est retrouvé, donc il jouait le même personnage dans une série comme dans l'autre, donc lors du crossover, et à qui on a donné un costume qui n'avait rien à voir. Et qui a posé des questions, je me suis dit, on est dans quelle série là les gars? Vous vous rappelez où mon perso là? Vous inquiétez pas, c'est un crossover, ça passera. Ok. Donc voilà, il y a le problème de planning, problème de relationner qui va entre les équipes, parce que tout le monde ne travaille pas de la même manière non plus. Il y a des manières de travailler, des manières d'aborder les tournages, l'écriture. Et puis le fait que tout le monde n'a pas les mêmes techniques, donc on se retrouve avec des personnages qui apparaissent dans d'autres séries, qui ne vont pas être abordés de la même manière. I'm guessing there are also a problem in terms of writing, because they cannot have to be written the same way. Les personnages doivent être écrits de la même manière d'une série à l'autre, on ne peut pas avoir des incohérences en termes de narration. Donc voilà, c'est juste, sachant qu'en plus les crossovers en général, au-delà du fanservice, il y a aussi un gros côté publicitaire derrière, parce que c'est une manière pour les séries de faire de la publicité aux autres et de faire publicité à toutes. En termes de production, c'est juste un enfer. Yeah, and the biggest difference, you get asked sometimes what's the difference between film and television, the biggest difference is time. There is no time in the television world. I get a script on Tuesday and we work on Thursday. And it's just the way the machine is put together. There's just so much to be done. When you do a film, you can often sit for hours and you can talk about a scene. Even with theater, you rehearse for weeks, sometimes months. But with television, this is the person you're going to be making love with. Oh, hello, nice to meet you. How are you? Would you like to be on top? You know, that's how you have to do it. There's no chance to sort of, it comes very quickly. Again, time. Alors, en plus, ce qui est horrible, c'est qu'il faut penser à la notion de temps. Je veux dire, autant au cinéma, en général, un film prend des mois et des mois de préparation, donc on a le script des mois à l'avance, on attend de le préparer, de voir avec le réalisateur, de le travailler. Le théâtre, c'est pareil, c'est des semaines de répétition, parfois des mois de préparation. À la télévision, il a le script le mardi, le jeudi, on attaque le tournage. Donc c'est limite, écoutez, voilà votre script, je vous présente la personne avec qui vous allez faire l'amour dans la scène. Bonjour, vous voulez dessus ou en dessous? Donc voilà, il n'y a aucun temps. Donc vous imaginez ça avec la notion de temps en plus, de par le fait de mixer les différents plannings entre les différentes équipes et les acteurs, etc. C'est juste horrible. Donc voilà, c'est un enfer. Mais on hope, I guess you can have that it looks good in the end. Yeah, you have to trust the team that you're with, and you have to just be ready for whatever's coming. If it's a Nazi uniform or if it's someone that you're making love to, you don't know what it is. You find out on the day what your character is doing. And it's also, you get asked about how do you build your character. When you ask me how your character is built, you build it based on what you see on the page, and sometimes you have, again, 24 hours to sort of assimilate, well, why would I do that? How can I behave that way? And you have to sort of make it work. I think it's television's biggest failing. I think if you give the whole production cycle a little bit more time, you will get better quality, I believe. But I don't think the studios think that. They just want to make them as fast as possible. Voilà, le problème de licence, ça va vraiment rester le temps, parce que la télévision ne donne absolument pas le temps. Parfois, le texte est presque donné pratiquement 24 heures avant. Donc en 24 heures, voilà, votre question par rapport à la création du personnage, logiquement, pour qu'une action d'un personnage semble naturelle, semble organique, il faut qu'elle soit logique pour la personne. On va pas, une personne ne va pas réagir d'une certaine manière en se posant la question de comment ça se fait que je fais ça. Non, ça vient naturellement. Et voilà, dans la construction, pour un acteur ou une actrice, de la construction du personnage, il faut que la réflexion soit la même. Donc lorsqu'il arrive sur le texte, il faut bien faire confiance à l'auteur, au scénariste qui a écrit ça, mais il faut quand même que ça soit naturel pour le comédien de dire, voilà, mais pourquoi je réagis comme ça, comment ça se fait? Et quand on a fait ça seulement 24 heures, plus le travail de costume et tout, voilà, il y a quand même une grosse part de confiance dans l'équipe de production qui doit se poser, mais le gros souci, c'est que dans l'industrie de la télévision, le temps n'est pas donné. Alors, à part quelques chaînes qui arrivent à donner ce temps de production, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de la CW, voilà, c'est de ne pas donner le temps à l'équipe, notamment aux acteurs, de développer, de vraiment prendre le temps de faire les choses correctement. Et il est persuadé que s'il y avait un petit peu plus de temps dans le temps de production et surtout de pré-production, il y aurait sans doute des séries de bien meilleure qualité. Monsieur. En français, bien sûr. Je suis là pour ça, donc n'hésitez pas. Pourquoi en français? Moi aussi. Quel est le film il a préféré jouer et même le
film et série qui a qui est le plus fier. Jouer et aussi le plus fier. Which is the character, and the question is regardless of movie or TV show, the character you most enjoyed playing and the one you're the most proud of? Zelenka. I like Stargate, and I like doing because it was fun and it was a good relationship with Rodney McKay. We had that. I think maybe at heart I'm a comedian, and I like doing the scenes for the sort of the lightness and the quirks, the human quirks that are in it. And Anatoly is also very close to my heart, but there's a rigidness to it, particularly given the schedule and what we've been talking about. There's a very strong rigidness to it, so it's a particular type of character. Having said that, there's also places for humor in that. But in terms of sheer sort of joy and enjoyment of doing it, then yeah, Radek Zelenka and Stargate Atlantis is my favorite. Celui dont le meilleur souvenir qu'il a en termes de plaisir et je pense en termes de performance, ça reste le personnage de Stargate Atlantis, de par le fait qu'il avait une interaction avec les autres acteurs qui était vraiment très 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 particulière. Et ce qu'il aimait beaucoup dans le personnage, c'était le travail qu'il y avait dans l'écriture et surtout la liberté qu'on lui laissait de travailler sur les défauts des personnages. Tous ces petits défauts, c'est quelque chose qui rend un personnage plus réel. Un personnage qui est trop lisse, ça va jurer. Voilà, on a tous des défauts, on a tous une manière de parler ou d'agir ou des petits soucis qu'on a par-ci par-là qui nous rendent uniques. Et il a vraiment eu la liberté et le plaisir de vraiment l'apporter à ce personnage-là. Le personnage d'Anatoly dans Arrow est un personnage qu'il apprécie énormément, qu'il aime beaucoup jouer, mais qui est beaucoup plus rigide déjà en termes d'écriture et aussi en termes de temps de production, le peu de liberté qu'on peut lui donner de par le temps de préparation et le niveau d'écriture. Donc voilà, si le personnage qui lui reste vraiment, ça reste vraiment celui de Stargate Atlantis, juste par le plaisir qu'il a eu à l'interpréter toutes ces années. What is your favorite TV show and movie to watch? Breaking Bad. Do you say Breaking Bad? Comment ça s'appelle en français? Breaking Bad. I love the characters. I love the way it developed. An American tragedy. I don't think it would happen anywhere else to have to sell drugs to make money to pay for cancer treatment. It's a very American story, but the characters and the way they built it, I like it. And in some ways, it's a standard for good character developed television. Ce serait vraiment bon. Breaking Bad. Donc aussi surprenant que ça soit, mais moi je me fais la réflexion, ce qui n'a jamais été traduit. Breaking Bad, c'est resté Breaking Bad. Il adore les personnages, il adore le crescendo qu'il peut y avoir sur le développement de l'histoire et le fait que techniquement c'est une histoire qui est typiquement américaine. C'est très difficile d'imaginer une histoire comme celle-là qui serait passée dans un autre pays. C'est un mec qui, pour arriver à se payer son traitement pour le cancer et pour mettre sa famille à l'abri du besoin, va tomber dans la drogue et dans le crime et le développement de la drogue. C'est une histoire qui, de par son approche et son thème, est typiquement américain. Mais quoi qu'il arrive, de par son traitement, c'est une série qui a presque défini un nouveau standard pour le développement d'une histoire et des personnages de qualité. Vraiment ancré dans le réel et écrit dans le tangible, dans le palpable. They said that there was a joke about how Breaking Bad in Canada, I am diagnosed with cancer. Well, let's get you into treatment. Oh, okay. End of series. You know what I mean? C'est vrai que si on imagine la série au Canada ou en France, ce serait un petit peu plus court. C'est bonjour, voilà, vous avez un cancer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez un traitement, vous envoyez ça à la Sécu. Ok, merci, générique de fin. C'est plus court, c'est pas forcément plus intense, mais c'est beaucoup plus court. Yeah, that's the story. Ça aurait été un peu dommage. I don't know, good scenes like that. Phantom Thread recently was a fantastic movie. Daniel Day-Lewis, do you know that? What was the Phantom Thread? It was the latest. Apparently his last film. I like that one. I recommend that one. Again. Phantom Thread. Yeah. A few years back and then he came back. Well, he always says that, yeah. But he said this is definitely going to be it. Non, le dernier film qu'il a vu, qu'il a vraiment adoré, c'était Phantom Thread avec donc Daniel Day-Lewis, qui logiquement est censé être son dernier. On écoute ce que dit Daniel Day-Lewis, c'est le 4e dernier film qu'il fait, donc il a un petit peu tendance à arrêter. Puis Ok, 10 million. Voilà. 15 million, ok, last one. Ok, juste ce dernier-là, juste pour 15 millions alors.
Voilà, donc c'est un film dans lequel il la trouve absolument magnifique. L'écriture d'Andy Lewis qui, malheureusement, comme d'habitude, est juste toujours parfait, toujours impeccable. Mais voilà, ce film-là, c'était vraiment vraiment coup de cœur. Hello, bonjour. Avez-vous déjà été approché par Marvel? Et quel est votre personnage favori chez Marvel? Well, since Arrow is a DC show, have you ever been approached by Marvel? No, no, not yet. And your second question was, which one would be your favorite character in The Enemy? In The Enemy? In Yeah, in Marvel? Marvel. In the Marvel world? Yeah. What do you think? I'm trying to think. Personnage favori? I never thought of that. My favorite? I just remember in Thor Ragnarok, the New Zealand. I don't know if that humor translate was very funny. It was, oh yeah, we're going to try to start a revolution, but I didn't print up enough pamphlets. You know, the big rock guy. Yeah, which was actually played by Yeah, which was played by T. Yeah. It's that kind of stuff is so funny. You know, when you have a good character in there, that's just I love that stuff. I just often wonder if accents translate, you know, or if the idea that. No, that was probably happening. Oh, was it really? Yeah, I just want to say that. Yeah, of course. Sorry. Excuse me. On est parti dans autre chose. Un personnage, en fait, non, parce qu'il s'est jamais vraiment posé la question. Il n'a pas vraiment orienté dans le comics en soi. Il a adoré, en fait, dans Thor Ragnarok, le personnage, donc j'ai oublié le nom, désolé, pourtant j'adore le MCU, le personnage de Pierre, en fait, qui lead voilà, la révolution, voilà, et la réflexion qu'il avait adoré, c'est un humour qui est typiquement néo-zélandais sur... à la base, on voulait commencer une révolution, mais on n'a pas fait assez de flyers. Voilà, ce genre d'humour qui est typique de Marvel, et qui est typique de ce genre de réalisateur. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le personnage a été joué par le réalisateur du film, Taika Waititi, voilà, qui s'est fait un énorme kiff sur... I think it's Taika Waititi. Et voilà, c'est ce genre de personnage, ce genre d'humour qu'il a vraiment adoré. Après, voilà, mais c'est toujours la question au niveau des accents, au niveau des humours qui sont typiques à certains pays, qui sont forcément intrinsèques à l'écriture ou à l'approche que le réalisateur va avoir. La question, c'est est-ce que ça arrive à se porter dans d'autres... Cordes. Donc un personnage en particulier, non, mais voilà, il y a certains personnages, plus un type d'humour qu'il a vraiment marqué dans la MCU. Est-ce que les productions de DC envient Marvel? C'est une question jaloux du succès que fait Marvel par rapport à DC. Do you know of any jealousy in the DC camp since about the whole Marvel success? The thing is the context that you are putting on it comes from the consumer. As the producers, you're just trying to make the best TV show as possible. You don't put it into the context of us versus them or this studio. Yeah. It's just sort of you're doing your work, and at the end of the day, it falls into the category of genre, studio, Marvel versus DC. But these are all constructs after the fact, if you know what I mean. D'une certaine manière, en fait, le côté concurrence, c'est pas quelque chose qui est vraiment mis en place au niveau de la production. Ça reste plus une réflexion qu'on va se faire nous en tant que fans. Parce que oui, effectivement, on peut imaginer que vu ce qu'arrive à engranger Marvel, on peut imaginer que DC se bouffe un peu les doigts en voyant ce qu'arrive à rapporter. Mais en fait, non, c'est plus une réflexion de fans qui se fait. Au final, les productions sont tellement différentes en termes d'approche. Si on prend l'exemple parfait entre The Flash et on va dire Daredevil, pour prendre deux personnages habillés en rouge, voilà. L'orientation de la série, des deux séries est tellement différente qu'il n'y a même pas de concurrence qui peut se créer de par le fait que les deux séries partent sur des axes de genre qui sont complètement différents. Donc là, chaque production se fait dans son coin, se fait dans son style, arrive à rentrer dans les cadres dont il a besoin, mais au final, chaque production a le même objectif, faire la meilleure série possible. Donc il n'y a pas vraiment de questionnement, eux ils ont fait ça, donc il faut qu'on fasse mieux, ou il faut qu'on fasse la même chose, mais qu'on aille plus loin. Il n'y a pas du tout cette question. Nous on se la pose en tant que fan, parce que oui, on a cette sorte de guerre entre DC et Marvel qui reste et qui restera toujours. Mais c'est presque pas une question que eux se posent. Chacun fait son truc dans son coin, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Mais voilà, c'est plus une question de fan. Yeah. Thank you for you three. Pas été inspiré les There's autres. other people can ask questions. Et nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas un dialogue en fait, c'est pas un monologue. N'hésitez pas. Après ça. Have you a new project or new movie or a new TV show for the next year? HBO in
Prague. That's all I can say. A priori, il y a un projet pour HBO qui se tournerait à Prague. Season 8. Of Arrow? Game of Thrones. Of Game of Thrones! I don't want to be on Game of Thrones because I would probably. Everybody on Game of Thrones. Anybody good. I just met with Daniel Portman. Daniel Portman, he's on Game of Thrones. And he told me a great spoiler, which I'm not going to tell you. I just realized by saying that, I don't want to. But he is one person that has stayed alive on that. And I asked him, how do you stay alive on the Game of Thrones? And he says, it's just luck. Just luck. Really not good actors? No, good actors. Better actors than me have been killed. That's what he said. Ça fait maintenant, il n'a pas trop envie de jouer dans Game of Thrones parce qu'il finirait par avoir la tête qui vole. Ce serait un petit peu dommage. Il a eu la chance de discuter avec Daniel Portman, donc, qui joue donc, depuis le début de la série, qui a réussi à se maintenir en vie, qui, sans s'en rendre compte, lui a sorti un gros spoiler sur la saison 8, mais qui ne vous révélera pas. Ah non, mais là, on est niveau CIA en termes de secret chez HBO. Tu révèles, tu prends une balle. C'est comme ça. Mais voilà, mais il lui a quand même posé la question du mais comment on fait pour rester en vie dans Game of Thrones? Il me dit honnêtement, le secret, c'est que de la chance. C'est même pas une question de discret, c'est qu'il dit mais c'est une question d'être bon acteur. Je dis, ah non, mais il y a des mecs qui jouaient mieux que moi, qui sont morts avant. C'est juste de la chance, c'est vraiment que de la chance. Donc pour l'instant, il touche du bois et puis en espérant que ça dure. Mais voilà, après voilà, tout ce qu'il peut vous dire sur le futur projet, c'est 2 mots, HBO, Prague. Donc restez à l'affût des infos. Le monsieur avec le t-shirt blanc et le casque, vous aviez une question, profitez-en. Alors en fait, je voulais demander si vous pouvez, je suis venu ici par curiosité, je ne connais pas la personne, si vous pouvez se décrire. Actually, this person came into the room out of curiosity, was wondering if you could sum yourself up, how would you do it? David Nichols, 3 words. Wow. And then you go after me, okay? Oh, who's going to? There are television commercials playing in Canada now that are very popular where they pretend that they're going to interview real people in the street. How do you like your Toyota? Oh, I love my Toyota. And then they put on a sign that says, real people, not actors. So maybe that's how I define myself, real person, not actor. Alors, la description qu'il donnerait, qui serait, je pense, la plus synthétique, c'est en fait au Canada, à l'heure actuelle, il y a une sorte de campagne de pub pour Toyota, qui en fait, ils prennent des gens, ils mettent sur une chaise, donc ce sont des vrais gens, ils disent est-ce qu'il vous plaît votre Toyota? Et les gens disent oui, je suis très très content de ma Toyota. Et ils finissent par ce sont des vrais gens, pas des acteurs. Et ce serait comme ça qu'ils se décriraient. Une vraie personne, pas un acteur. Peut-être. I love your part in Saga Atlantis, and I was just wondering how it was to compare with the other actors, and especially David Hewlett. The David Hewlett, yes. The David Hewlett question. He was great to work with. It's been years since I had the opportunity. There's a moment that happens sometimes between 2 actors when you have a really good chemistry and it works. And we had that from the beginning, and fortunately the writers picked up on it. I get asked, well, was it hard? Was it difficult? And I always say it's so much more easier to play an enemy or someone that is arguing than someone that was friends. You know, if we were to be friends and all buddy, it'd be boring, right? But because he was just such an annoying character, and to be able to react to that made for a really good dynamic, I think. And that was what was really fun to do. And plus, he's a little bit like that. So it's easy to do. C'est une question qu'on lui pose assez souvent, effectivement, de par effectivement, le personnage de David Hewlett. On peut imaginer que c'était assez compliqué de jouer avec. Et en fait, non, c'était un vrai plaisir. Souvent, enfin parfois dans le cas des acteurs, on a la chance, ils ont la chance de tomber sur quelqu'un avec lequel il va vraiment avoir cette alchimie de jeu, d'interaction. Et cette alchimie, ils l'ont eu mais dès le début de la série, donc ça a été un vrai plaisir. Et en plus, ils ont eu la chance de ne pas devoir jouer des potes.
Parce que jouer des potes, c'est bien, c'est mignon, mais en termes d'interaction, c'est presque trop facile. C'est une accolade, voilà, c'est la main sur l'épaule, une petite poignée de main, sourire, mais c'est pas intéressant en termes de jeu. Devoir s'engueuler systématiquement avec une personne, là on crée une vraie dynamique. Là, il crée quelque chose, il y a une vraie interaction. Donc le fait de devoir systématiquement se prendre la tête avec ce personnage qui était juste insupportable, voilà, c'était un vrai plaisir parce qu'il y avait vraiment un vrai plaisir de jeu que les deux partageaient l'un avec l'autre. Donc c'était un vrai plaisir. Puis bon, de certaine manière, voilà, Monsieur Violette était un petit peu comme ça aussi en vrai. Donc voilà, ça. Ah, c'est bon. Alors, je pense que ça va être notre dernière question. On va peut-être trouver du temps pour les deux dernières questions. Bien. Je vous écoute. Tu parlais de la HBO, est-ce qu'il y a des nouvelles de la MGM? We talked about HBO. Do you have any news from MGM? Oh, about Stargate? Yes. Nothing. I mean, I don't know. I think the Stargate ship has sailed, and if they're going to do Stargate, they would maybe do it in some new form, or I don't know. I think if they're going to do Stargate again, they need to remember what it's about and what its DNA is, which is a sense of humor. Bon, non, a priori, il n'a aucune nouvelle de la MGM. Ce qu'il espère, c'est que, enfin, je pense qu'a priori, l'aventure Stargate en termes de télévision est sans doute terminée telle qu'on l'a connue. Si elle repart, ce sera au cinéma ou à la télévision. Le seul espoir qu'il aura, c'est que la production et surtout les scénaristes se rappellent qu'est-ce qui en a fait le cœur, qu'est-ce qu'on a fait non pas le succès, mais qu'est-ce qu'on a fait la qualité. Qu'est-ce qu'on a fait la qualité de la série? Qu'est-ce qui a fait le fait que presque 15 ans après la fin de la production de la série, les fans sont toujours là, vous êtes toujours là, à l'affût de la moindre information. Le fait qu'un simple tweet a remis le feu à toute la communauté, voilà, qu'est-ce qui a fait que la série a autant marqué les gens? Donc voilà, il n'y a plus que d'espoir qu'ils se rappellent au moins de ça. Allez, une petite dernière. Allez. Ah. Bon, est-ce qu'il Qui vous a donné envie d'être acteur? What drove you to acting? A difficult childhood? No. Enfance difficile? No. I think if I was imagining when I was a child what I wanted to be, there were so many things I wanted to do. I wanted to do science. I loved geography. There was many, a cowboy, and there's a lot of things that I wanted to do. And then it occurred to me, well, if I'm an actor, I can do all of those things at once. So it was a way to do many jobs by doing one job. I didn't realize at the time that the job would be looking for the job. But once you do it, it's kind of cool to be able to play different characters and to get into the heart and into the soul of them. There's really something. It's why cosplay exists. I think it's what we like to sort of go outside of ourselves. Which is why this seems so, asking me about this. I would much rather represent myself as the character that I'm doing. Kind of like when a musician talks about the music that they make. It's much more interesting to do the character and let the character speak for itself. So that's what became the joy, is to become all these different people. Alors, rassurez-vous, c'est pas une enfance difficile, hein, il a une enfance très heureuse, il est très, très content. D'une certaine manière, en fait, c'est bon, quand il était gamin, un petit peu comme tout le monde, voilà, il était très intéressé par plein de sujets, il voulait faire plein de choses, il voulait être policier, il voulait être pompier, il voulait être cow-boy. Il était très intéressé par la géographie, par la science, et puis en fait un jour il s'est rendu compte que le fait de devenir acteur lui permettrait potentiellement de faire toutes ces choses. Il pourrait jouer un cow-boy, jouer un scientifique, jouer un géographe, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est parti là-dedans. Bon, il ne se rendait pas compte à l'époque que forcément en fait être acteur ça allait passer plus de temps à chercher du travail, à chercher le jeu qu'à le faire en soi. Mais voilà, ça a été, c'est ce qui l'a poussé. Puis après, le fait de se rendre compte que être acteur, rentrer dans le personnage, c'est tout le travail qu'il va y avoir de rentrer dans l'âme du personnage, de créer le background, en fait, créer tout ce non-dit, à savoir tout le passif, tout le background du personnage qui doit exister, qui va justifier les actions, les réactions, la manière d'agir, de bouger, qui doit être créé dans sa tête, qui doit devenir quelque chose de naturel et d'organique pour lui, même si c'est pas forcément raconté à l'écran, ça fait partie de ce travail-là. Et le fait de rentrer dans le personnage, dans l'âme, dans le corps du personnage, c'est sans doute quelque chose qui aujourd'hui motive aussi beaucoup de cosplayers, pour ça que ça plaît autant aux gens, c'est le fait de se sortir de soi-même pour devenir quelqu'un d'autre pendant un temps donné. Et paradoxalement, ça fait presque partie des choses qu'il aimerait plus exprimer ou développer pendant les conférences, pendant les panels, dans les conventions. C'est plus le travail sur le personnage que plus sur lui-même. Parce qu'il comprend parfaitement que les gens sont intéressés par l'acteur, mais c'est comme les musiciens qui préfèrent parler de leur musique que parler d'eux-mêmes. Là, c'est pareil. Il préférait presque plus parler de comment il a développé tel personnage, sa psyché, sa manière de bouger, plutôt que de parler de lui personnellement.
Donc voilà, c'est la faculté de devenir quelqu'un d'autre, de devenir potentiellement tout en faisant un seul et même métier. J'ai une dernière question. Ah, par contre, juste le monsieur avait le main à la neige, ce sera la dernière parce qu'en termes de temps, on va être limite. Qu'est-ce qui s'est dit quand Stargate leur a proposé le rôle et tout? Qu'est-ce qu'il a pensé direct? When you offer the part for Stargate Atlantis, what is the first thing that came to your mind? It is never as dramatic as that. They don't offer you the role of Zelenka because you don't know that that person exists. They give you a little part, you're a scientist, and you think, I will come and I will go, I might die, I will not die. So you just take the role on. It becomes bigger after the fact. So and now you look back on it and you go, wow, I played that part. But when you were starting it, you're just, same with Anatoly on Arrow. When the first started, the part was prisoner. And I said, I don't play prisoner, I'm gonna die, it's gonna last an episode or two, I'm gonna die. It's been almost 20 episodes now and it's Anatoly. Now, and so I never was offered, you are Anatoly. They never go, this is what you get. You just sort of, they start slowly, you start off small. So you just do what you have and it becomes what you make it. D'une certaine manière, en fait, c'est pas aussi, c'est pas aussi dramatique qu'on peut imaginer aussi pour le niveau de la création du personnage. Pour Stargate Atlantis, en fait, voilà, il a proposé le rôle d'un scientifique qui ensuite a grandi, s'est développé et est devenu le personnage qui est devenu avec les années. Et paradoxalement, assez bizarrement, Anatoly a un peu le même développement sur Arrow. À la base, tel qu'on lui a présenté, le nom du personnage c'était juste prisonnier. C'était pas Anatoly. C'est voilà, donc lui quand il utilise. Non mais vous êtes mignon, mais prisonnier, ça va, je vais faire un épisode puis je vais mourir à la fin, non ça m'intéresse pas quoi. Donc après on l'expliquait, le personnage, et en fait c'est épisode après épisode, le personnage a grandi, a pris de l'importance, a pris du charisme, et maintenant, 20 épisodes plus tard, est devenu Anatoly. Voilà, c'est pas n'importe quel personnage, il a grandi, il s'est battu au fur et à mesure d'épisode après épisode, il a pris vraiment le pas dans l'histoire, est devenu une partie intrinsèque de l'histoire de Arrow, mais c'est pas comme ça qu'il a commencé, donc il y a aussi cette manière. I'm taking a kind of fusion with the story in terms of connection with the story from the character to the rest that grows along the episode. Voilà, c'est cette cohésion qui va se créer, cette fusion qui va se faire entre le personnage, le lien que le personnage va réussir à créer avec le reste de l'histoire, qui va ensuite faire que le personnage va rester, comme ça a été le cas avec Stargate Atlantis, ou comme c'est le cas pour l'instant avec Anatoly sur Arrow. Donc il n'y a pas eu le rôle qu'on lui a offert, c'est plutôt ce que le rôle est devenu avec le temps, que ce soit à Stargate Atlantis ou à Arrow. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre participation.